Salutations! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo point lecture dans laquelle je vais vous présenter les 4 textes que j'ai découverts en septembre et je vais également vous montrer assez brièvement les 2 livres que je suis en train de lire. Donc pour commencer, en septembre, j'ai lu un recueil de poésie de Prévert qui est La pluie et le beau temps. Ça faisait très longtemps, 1 an, voire même 1 an et demi que je n'avais pas lu Prévert, et en entamant la lecture de ce recueil, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué, à quel point j'appréciais la plume de Prévert et aussi à quel point j'appréciais l'expérience que c'est à chaque fois de lire un nouveau recueil de Prévert. Parce que Prévert, c'est toujours quelqu'un qui nous offre une sorte de petite bulle qui est à la fois bourrée de tendresse et de bienveillance et qui en même temps est toujours un petit peu satirique, un petit peu ironique. Prévert, c'est quelqu'un qui regarde le monde et l'humanité avec beaucoup de tendresse et également sans concession. Et c'est pour ça que je trouve que la lecture des recueils de Prévert, c'est toujours un moment à part. En tout cas, moi, dans ma vie de lectrice, c'est toujours un moment à part. C'est toujours un temps où on s'arrête, où on réfléchit, où on rigole aussi beaucoup et où on a, oui, l'impression de vivre un échange avec ce personnage qui est Prévert et qui nous pousse encore une fois à la réflexion tout en nous offrant cette fameuse petite bulle. Et là en plus on est à un moment assez particulier parce que c'est la rentrée, et la rentrée c'est toujours bourré de projets, de nouvelles choses, donc on est souvent content et contente et un peu pressé, mais de l'autre côté, le fait qu'on commence quelque chose de nouveau, qu'on aille vers quelque chose de nouveau, ça crée forcément, en tout cas dans mon cas, un peu de stress par rapport à ça, et puis là on vit une rentrée qui est particulière, on évolue actuellement dans un contexte qui est très particulier, et donc le fait d'avoir ce moment, pour moi ça a été extrêmement important et ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pour ça que je vous disais au début de mon avis sur Prévert à quel point en ouvrant La pluie et le beau temps, j'ai réalisé à quel point ça faisait longtemps que je n'avais pas lu Prévert et à quel point surtout ça m'avait manqué. C'est vrai que comme pour tous les recueils de poésie, et dans le cas de celui-ci en particulier, c'est compliqué de parler de poésie, de bien parler de poésie, parce que c'est pour moi en tout cas une expérience et c'est très difficile de mettre des mots sur une expérience et de vous la faire partager à travers une chronique, mais j'espère quand même que les quelques mots que j'ai pu vous dire dessus vous auront donné envie de découvrir Prévert à travers ce recueil ou à travers d'autres. C'est pas mon préféré honnêtement dans tous ceux que j'ai pu lire de lui, je reste totalement fan de paroles et de imaginaire qui pour moi sont les 2 meilleurs dans tous ceux que j'ai pu lire jusqu'à présent, mais si ce n'est pas ce recueil, si c'est un recueil de Prévert qui traîne chez vous depuis longtemps ou si c'est un recueil que vous avez déjà effleuré à un moment donné de votre vie de lecteur, de votre vie de lectrice, ou si c'est un recueil qui sera un moyen de redécouvrir Prévert, n'hésitez pas, ça fait du bien et c'est vraiment super et c'est vraiment génial et j'ai beaucoup aimé. Alors, autre petite bulle de mon mois de septembre, mais dans un genre un petit peu différent, j'ai lu en septembre Putain de chat, enfin plutôt le 6e tome de Putain de chat, puisque Putain de chat c'est une saga de BD que j'avais pour ma part découverte en décembre dernier et j'avais été totalement addict à cette saga, et donc c'est avec un immense plaisir que j'ai appris que le 6e volume était sorti. Donc Putain de chat, c'est, pour le dire assez rapidement et sans lui rendre nullement justice, une sorte de succession de petites histoires, de gags, de sketchs qui sont très drôles, en tout cas qui moi me font énormément rire et que j'adore, qui vont mettre en scène les chats d'un quartier et plus précisément une famille de chats dans ce quartier. Donc on va avoir dans chacun des tomes, au fur et à mesure des volumes, des histoires et des anecdotes qui vont être centrées autour de la relation entre ces chats et leur maître, relation pas très apaisée puisqu'ils n'aiment pas trop leur maître et ils les méprisent même franchement. On va également avoir la narration de petites intrigues qui vont avoir lieu entre les chats du quartier, également entre les chats domestiqués et ceux qui vivent dans la rue en autonomie. C'est vrai que un peu comme pour le recueil de poésie de Prévert que je vous ai présenté juste avant, mais pour des raisons différentes, c'est une BD qui est assez
difficile à résumer, ou en tout cas c'est assez difficile de lui rendre justice là comme ça par le biais d'une chronique, parce que tout passe, l'attrait que l'on porte à cette BD passe avant tout par le rire qu'il va déclencher et par les sourires qu'elle va parvenir à déclencher, soit parce qu'on a déjà eu des chats et donc on s'y reconnaît, soit parce qu'on connaît les chats, parce qu'on connaît des préjugés que l'on peut avoir sur les chats, et du coup c'est un petit peu difficile là comme ça de vous transmettre l'attrait que l'on peut avoir en vous donnant le résumé et en vous disant c'est drôle, mais c'est vraiment excessivement drôle. Moi ça me fait beaucoup rire, j'aime énormément, j'apprécie aussi beaucoup l'anthropomorphisme qu'il y a et qui est assumé. On va donner au chat des volontés, on va donner au chat un regard sur le monde et sur les autres qui est très proche de ce qu'aurait un humain. Je trouve ça très drôle, et puis ça s'inscrit encore une fois dans ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire dans des préjugés ou des anecdotes, des expériences que l'on a pu avoir avec le chat. Donc cette alliance qu'il y a entre une forme d'anthropomorphisme et un jeu sur ce qui caractérise le chat dans notre culture populaire, le tout avec badigeonné d'une bonne dose d'humour, m'a énormément plu. Ça m'avait déjà plu en décembre, ça m'a encore plu là, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une BD que je prends toujours plaisir à lire, à relire, à redécouvrir. S'il y a un 7e tome qui sort, je serais ravie de l'acheter et de le dévorer, et donc voilà. Ensuite, on passe à un tout autre style, puisque je vais vous présenter un essai de philosophie, de théorie politique, qui est sur l'antisémitisme de Hannah Arendt. Donc sur l'antisémitisme, c'est le premier volume des origines du totalitarisme, qui est cette gigantesque fresque, si on peut appeler ça comme ça, que Arendt a dédiée au travail, à son étude des régimes totalitaires qui se sont développés en Europe au XXe siècle. Et donc cet ouvrage, Les origines du totalitarisme, est divisé en 3 parties, sur l'antisémitisme, sur l'impérialisme et les systèmes totalitaires, et j'ai lu le premier de ces volumes, et ça a été une lecture extrêmement intéressante que je suis ravie d'avoir faite, et d'ailleurs je compte lire très prochainement la suite des origines du totalitarisme. J'ai sur l'impérialisme qui traîne à côté de mon lit, prêt à être lu. C'est vrai que j'appréhendais un petit peu la lecture d'Arendt, parce que d'un côté c'est une philosophe qui m'intéresse beaucoup, surtout depuis quelques mois maintenant. J'ai lu pas mal de ses articles, pas mal de ces textes plus courts, mais de l'autre côté, si elle m'intéresse, elle me fait aussi un petit peu peur, parce que Arendt, ça peut être assez complexe, voilà. C'est pas forcément une pensée très accessible, très fluide, et la lecture des textes d'Arendt, si elle est toujours intéressante, peut se révéler un tour de force, hein, un exercice intellectuel un petit peu délicat. Et donc, comme j'avais déjà ressenti ça à la lecture de textes qui étaient de 1 plus courts et de 2 réputés plus faciles, je me suis dit c'est terrible, je ne vais absolument rien comprendre aux origines du totalitarisme. Et en fait non, en tout cas ce volume-ci est plutôt accessible. Alors il est compliqué, il reste compliqué, on parle d'un essai de philosophie ou de théorie politique, appelez ça comme vous voulez, et on parle d'un essai de Arendt, donc c'est évident que ça ne se lit pas tout tranquillement et tout facilement, mais il est quand même assez accessible, je trouve. Il est assez pédagogue, elle va vraiment étape par étape et elle n'hésite pas à se répéter, histoire d'être sûre que le message qui doit passer passe bien. C'est également, et ça c'est quelque chose qui m'a surprise, très bien écrit. Alors je m'attendais à ce que Arendt écrive correctement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pensais pas qu'il y aurait des fulgurances comme il y a eu, comme j'ai ressenti à ma lecture, c'est-à-dire des moments où non seulement c'est brillant, c'est d'une intelligence assez dingue, et ça confirme ce que moi je pense d'Arendt, c'est-à-dire que c'est pour moi une des plus grandes intellectuelles, une des plus grandes penseuses, une des plus grandes philosophes que nous ayons eues au XXe siècle. Cette pensée, donc cette profondeur que l'on ressent, est accompagnée de phrases qui claquent, hein, de phrases qui dans leur style marquent, percutent, et on se dit wow, c'est fort ce que je viens de lire, et on se prend même à avoir envie de noter certains extraits, non seulement encore une fois pour leur fond, mais également pour leur forme. Cette alliance entre le fond et la forme m'a beaucoup surpris.
je ne m'attendais pas à ce que Arendt ait une plume aussi percutante, qui puisse être aussi percutante. Maintenant, pour revenir et pour tenter un petit peu de vous expliquer assez brièvement, de manière pas du tout succincte et parfaite, ce qu'il y a dans les origines du totalitarisme et plus précisément sur l'antisémitisme, l'idée de Arendt dans cet ouvrage, c'est de revenir sur ce qui a été, selon elle, le terreau des régimes totalitaires du XXe siècle. Et donc, sur l'antisémitisme en particulier, Arendt va revenir sur l'antisémitisme, comme le titre l'indique assez clairement, et plus précisément, elle va essayer de voir comment l'antisémitisme, qui, ça c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, existe en Europe depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge, a muté de manière assez radicale en fait, et que l'antisémitisme qu'il y avait au Moyen-Âge en Europe n'est pas du tout le même que l'antisémitisme qu'il y avait dans cette même Europe plusieurs siècles après, à la veille de l'avènement des régimes totalitaires. Et donc cette réflexion, ça va amener tout un tas d'autres choses, une dimension historique qui va consister à s'interroger sur la place, ou plutôt les places, que la population juive a pu occuper en Europe au fil des siècles, et également, en parallèle de cette réflexion historique, une réflexion politique sur la nature des institutions que nous avons eues, sur les mutations de ces institutions, sur la notion d'État, qu'est-ce que l'État en 1900 et qu'est-ce qu'était l'État en 1500, puisque c'est pas tout à fait pareil et ça a des conséquences énormes, donc on peut pas faire l'économie de cette réflexion sur l'État. C'est vraiment à partir d'un thème central qui est la définition de l'antisémitisme, on va déployer tout un arsenal de réflexion et on va s'interroger sur tout un tas de choses qui sont aussi vastes que nécessaires pour comprendre le totalitarisme, pour comprendre comment des régimes totalitaires ont pu se développer, sur comment ils se sont développés, dans quoi ils puisent leur légitimité, leur force, etc. Ensuite, j'ai continué sur les essais et j'ai lu ce très très court essai qui s'appelle La force du droit, qui a été écrit par Pierre Bourdieu. En fait, c'est un article à l'origine qui a été publié il y a très très longtemps. J'ai pas retrouvé la date de la première publication, mais je pense que c'est il y a plusieurs dizaines d'années, et qui récemment a été réédité par les éditions de la Sorbonne, donc cette fois-ci en livre. C'était un texte donc, comme je vous l'avais dit, il me semble dans mon dernier book haul, dont j'avais entendu parler il y a pas mal de temps et que j'avais jamais pris le temps d'acheter, et que là j'ai pris le temps d'acheter et surtout que j'ai pris le temps de lire. Donc La force du droit, c'est un article assez court dans lequel Pierre Bourdieu va livrer son analyse sociologique du droit, donc du système judiciaire et de l'ordre juridique. Et c'est assez inattendu en fait comme analyse, parce que quand on parle de droit et de sociologie, on a souvent beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues. On s'attend à trouver tout un tas de choses, notamment que le droit n'est que quelque chose qui permet de légitimer l'ordre social existant. Et bien sûr que Bourdieu revient en partie sur cette analyse, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup plus complexe que ça. En fait, pour le dire très, très rapidement, l'idée que Bourdieu défend, c'est celle d'une position assez ambivalente du droit. Le droit n'est bien évidemment jamais totalement indépendant du reste de la société, quoi qu'en disent beaucoup de juristes, mais de l'autre côté, le droit n'est pas non plus totalement interdépendant de la société. Donc il y a cette espèce de semi-autonomie, d'autonomie tout en nuances et qu'il faut relativiser, mais d'autonomie quand même. Par exemple, vous savez qu'en sociologie, on parle beaucoup de pouvoir symbolique, de domination symbolique. Et quand on parle de droit, ce thème de la violence et de la domination symbolique est extrêmement important, puisque le droit joue beaucoup sur ce symbole. La ritualisation judiciaire, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui permet de donner une force non négligeable au jugement, au droit que l'on est en train d'appliquer. Mais ce que va dire Bourdieu, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire que finalement, cette domination symbolique, elle n'est que le reflet de ce qui se passe au quotidien, que finalement on a les dominants habituels et les dominés habituels. Et pourquoi c'est trop simpliste de dire cela, c'est parce que peu importe que vous soyez un simple ouvrier ou que vous soyez un homme politique extrêmement important, si vous n'avez pas de connaissances juridiques,
vous ne pourrez pas vous imposer, en tout cas vous imposer seul, dans l'ordre judiciaire. Il y a une dichotomie qui est faite dans le monde juridique, quand on parle de justice, entre ceux et celles qu'on va appeler les justiciables, donc les gens qui sont confrontés à la justice sans être des acteurs et des actrices de justice, et les acteurs et les actrices de justice. Il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Il y a ceux qui maîtrisent, ceux qui ne maîtrisent pas. Et ça, on le voit bien, ça ne reflète pas forcément ceux et celles qui savent habituellement et ceux et celles qui ne savent pas habituellement. Je reviens à l'exemple que je vous ai cité juste avant. Vous pouvez être un homme politique extrêmement important ou vous pouvez être un chef d'entreprise extrêmement important. Si vous avez le malheur d'être pris et d'aller devant les tribunaux, si vous ne connaissez pas le système judiciaire, si vous ne connaissez pas, et quand je dis système, il faut le penser vraiment très largement en fait, ça va au-delà de juste avoir une maîtrise des procédures et juste avoir une maîtrise des textes, hein. C'est beaucoup plus global que ça. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes mort en fait, vous êtes en bas de cette échelle. Alors bien évidemment que, me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit, le fait d'avoir une position importante dans la société vous préserve de certaines choses, vous permet aussi de vous payer un avocat qui soit compétent et très très cher, mais c'est une réalité. L'ordre juridique est, encore une fois, dans cette forme d'ambivalence entre une indépendance par rapport à la société, une autonomie, et de l'autre côté, une interdépendance. Donc ça, en gros, c'est l'idée majeure qui est développée dans La force du droit de Pierre Bourdieu. Il y a plein d'autres idées, notamment en matière de représentation, de qu'est-ce que c'est que représenter, tout ça, qui sont souvent des thèmes beaucoup abordés par la sociologie du droit. C'est très intéressant, c'est peut-être pas forcément par contre le texte le plus accessible qu'on puisse lire. Pierre Bourdieu, c'est toujours un peu difficile, et le début de cet article en particulier est vraiment très compliqué. Après ça va, vers la moitié, moi ça m'a paru plus limpide. Alors je sais pas si c'est parce que c'était écrit plus clairement ou c'est juste moi qui me suis habituée avec le temps. Maintenant, même si c'est compliqué, c'est très intéressant, comme j'ai essayé de vous l'expliquer juste avant. Et puis on va pas se mentir, moi c'est des thèmes qui m'intéressent, voilà, donc j'étais contente de le découvrir parce que c'est un peu mes obsessions. Et donc avec ce livre-ci, j'ai terminé de vous présenter les 4 livres que j'ai lus en septembre. Je vais juste rapidement, avant de conclure cette vidéo, vous montrer aussi les 2 livres que je suis en train de lire. Donc ce sont tous deux des essais juridiques. Vous commencez à comprendre que ce sont des choses qui m'intéressent. Donc nous avons Théorie et institutions pénales de Michel Foucault. Je vous l'ai présenté comme celui de Bourdieu dans mon dernier book haul. Je l'ai commencé, il est très très bien, il est très très intéressant. La structure est un peu particulière parce que c'est des cours au Collège de France, donc c'est des notes en fait qui ont été ensuite éditées. Mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus dur que ça, et en fait ça va, j'aime beaucoup, je le trouve très intéressant. Je suis encore au début, hein, j'ai même pas lu une centaine de pages, donc je vous reparlerai je pense quand je l'aurai un peu plus avancé, voire même terminé, hein, ce serait bien. Et puis j'ai également commencé ce tout petit essai qui s'appelle Philosophie du droit, qui est chez Dalloz. Je l'ai acheté un peu par hasard, je savais pas du tout quelle était la qualité et ce que valait cette série des éditions Dalloz. Pour ceux et celles qui ne feraient pas de droit, Dalloz c'est un peu une maison d'édition incontournable en droit. Moi j'ai quelques livres d'eux, mais généralement j'ai plutôt des manuels sur des trucs genre droit du travail, droit des obligations, enfin pas trop des trucs de lien entre sciences sociales et droit. Donc j'étais un petit peu perplexe et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et celui-ci, pour l'instant en tout cas, est très très bien. Comme le Michel Foucault, je suis encore au début, j'ai lu en gros la moitié, mais c'est vraiment très intéressant. Quand bien même il est assez court, donc il y a toujours le risque, quand on parle d'essais courts, d'avoir des choses simplistes, bateaux, pas détaillées, chiante, nulle, mais là pas du tout. Même si c'est court, on sent qu'il y a un réel souci d'aller au fond, et puis on fait pas l'économie de la réflexion. Donc très rapidement, c'est une sorte d'introduction à la philosophie du droit. Je pense qu'il y a plein de maisons d'édition qui le font. Moi j'en ai un autre d'une autre maison d'édition que j'ai pas encore lu, que je lirai je pense après. Là ici c'est divisé en plusieurs thèmes. Vous avez un thème qui est sur la justice, un thème qui est sur le partage des biens, un thème qui est sur le jugement, un thème qui est sur les droits de l'homme. Je les découvre un peu en même temps que vous, et voilà. Et puis une conclusion et une introduction. C'est vrai que je pense que c'est assez basique, c'est des thèmes qu'on retrouve assez souvent en philosophie du droit, enfin en tout cas quand on est dans le cadre d'une introduction à la philosophie du droit, d'une première approche de la philosophie du droit. Néanmoins, comme c'est un texte qui est assez exigeant, qui va au fond des choses, c'est toujours bien, parce que même quand c'est très court, même quand c'est très
basique comme sujet, le fait d'avoir une analyse d'une autre personne que d'autres qu'on a déjà pu entendre, bah, on apprend toujours des choses. Et puis également ça permet soit de s'initier au sujet si vraiment on n'a aucune connaissance, soit de réviser ses bases. Ça, moi je trouve que c'est toujours assez utile, c'est toujours bien de revenir un peu aux fondamentaux, ça rappelle certaines théories qu'on peut avoir oubliées, et ça je trouve ça cool. Donc voilà, c'est là-dessus que s'achève cette vidéo point lecture, petit point lecture. J'espère quand même que ça vous aura plu, que s'il y en avait peu, vous en aurez quand même découvert certains, que ça vous aura donné envie de lire. C'est toujours le but de ce genre de vidéo. J'espère également vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!